Olivier Abel, j'enseigne la philosophie morale et politique à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Après avoir été au Tchad, à Istanbul, et avoir été à Paris longtemps où j'ai accueilli à la faculté protestante de Paris le fonds Ricoeur, la bibliothèque et les archives du philosophe Ricoeur. Jean Loisy, je suis commissaire d'exposition et historien d'art et je dirige l'école des Beaux-Arts de Paris. Et moi, je dirais que la pandémie nous a fait prendre conscience de nos limites, de notre mortalité, de notre condition corporelle, charnelle. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui nous a arrêtés. Donc, il peut y avoir des choses qui nous arrêtent. Il peut y avoir des choses qui arrivent, des choses qui ne sont pas prévues, des choses qui ne sont pas... Voilà, on était dans un temps très construit, très anticipé, etc., une course. Puis soudain, tout s'est arrêté. C'est un moment critique, c'est l'occasion de faire le tri entre ce que nous arrêtons, ce que nous continuons, ce que nous commençons peut-être. Il y a peut-être des choses nouvelles à commencer. C'est le moment aussi où nous découvrons peut-être, je dirais que nous sommes mortels, mais aussi dans le sens où la population mondiale a beaucoup augmenté. C'est pas très étonnant qu'il y ait des épidémies, c'est pas très étonnant qu'il y ait des famines, qu'il y ait des guerres, à vrai dire. Des morts en masse parce qu'il y a eu des naissances énormes. Et donc, j'ai envie de dire, il faut aussi avoir un rapport à la mort plus modeste, peut-être plus sobre. On avait une conception de la mort, je dirais en même temps très cachée, en même temps très luxueuse. Peut-être qu'il faut avoir le sentiment qu'il faut aussi laisser un peu de place aux autres, si je peux dire. Ça fait partie, pour moi, des choses que nous découvrons à l'occasion de cette crise. Je partage à peu près ton point de vue. Mon point de vue, c'est la conscience d'une extraordinaire désillusion. C'est-à-dire que l'effort considérable que nous avons fait pour organiser nos sociétés, pour changer l'ordre du monde naturel, aboutit à une catastrophe générale qui est une sorte de mise en évidence de l'anthropisation. Je pense souvent à Lévi-Strauss et celui-ci proposait quelque chose que je trouve intéressant. Il disait, à l'époque où se termine le monde des voyages, dans un monde à peu près fini, et où l'exotisme est terminé, l'inconnu a disparu et nous avons tout organisé, c'est-à-dire détruit, il propose de remplacer l'anthropologie, la découverte de l'autre comme autre, par un autre mot, qui est l'anthropologie, mais cette fois-ci écrit comme l'entropie. Et donc avoir la conscience et la science des destructions les plus hautes que nous avons opérées sur le monde et sur le vivant. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est très pessimiste, c'est-à-dire qu'il ne nous donne plus que le choix de la fin. Et ce choix se fait entre le moi, le nous et le rien. Alors s'il faut que ce soit rien, il faut savoir comment finir avec élégance, évidemment. Et donc il faut savoir comment notre civilisation organise avec beauté et bonté, et malgré tout un certain bonheur, sa fin collective. Et lui propose de se déprendre, c'est-à-dire il dit au fond, il faut se déprendre, arrêter notre activité de ruche et peut-être essayer de se concentrer sur la respiration et le parfum d'un lys, ou bien un échange de regards indulgent et bienveillant avec la paix sereine d'un chat, par exemple. Ce choix que l'on doit faire entre le moi, le nous, c'est-à-dire la solidarité, et le rien, c'est à peu près cela que je vois dans cette grande désillusion que cela provoque. Mais évidemment, il y a des solutions. Quand il faut s'engager, je pense souvent à un artiste, un poète, qui est un peu notre ministre de l'Intérieur, de l'exploration intérieure, c'est Henri Michaud, et donc je pourrais faire comme lui et dire j'étais autrefois bien nerveux, mais j'ai trouvé une autre joie. Et d'ailleurs, dans son brouillon de ce poème, il avait mis autre joie, et il l'a substitué par une autre voix. Je mets une pomme sur la table, je me mets à l'intérieur de cette pomme, quelle tranquillité. Et donc ça, c'est une solution pour aujourd'hui. Rentrer à l'intérieur, rentrer dans l'espace intérieur et trouver cette tranquillité. Cette tranquillité, je crois que les Grecs appellent ça l'oikos, et c'est souvent traduit par quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle le toucher intérieur. Trouver un toucher intérieur, c'est-à-dire s'explorer au point de savoir ce qu'il y a en nous de semblable aux autres et qui nous permet d'avoir un contact avec l'autre puisque nous savons ce que nous sommes. Et ça me paraît quelque chose de très important que seul l'art peut nous apporter.
Parce qu'au fond, si on fait acte de cette désillusion, si on en a conscience, ce qui reste en dehors de la pensée fonctionnaliste, matérialiste, c'est l'art. Et je pense qu'il y a eu une époque où l'art représentait la chose la plus importante pour une société, c'est-à-dire ce qui mettait justement en relation le moi et le nous, ce qui faisait que nous pouvions être collectifs. Et donc, il me semble que c'est peut-être ce refuge qui nous permet d'être ensemble. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais voir dans l'action, c'est comment est-ce que l'exploration intérieure est ce qui nous met en relation avec les autres. Et je crois que l'art, donc c'est ce que les poètes, en un temps de détresse, fameuse histoire que tu connais bien évidemment, eh bien c'est eux qui nous apportent la possibilité de la mutation et de la transformation de nous-mêmes et du collectif. Merci, super. Moi je dirais que on ne peut pas rester bras croisés à notre terrasse en regardant les catastrophes du monde ou depuis notre balcon, le sentiment qu'on serait un petit peu extérieur. Je pense d'abord qu'il faut qu'on sorte de l'innocence. Je pense que le plus dangereux, c'est l'innocence, croire qu'on est innocent. Je pense oui, même quand on est innocent, on est responsable. On est tous responsables. Et je dirais qu'on est tous capables. Et ça, je pense que c'est la première chose que la pandémie a appris à tout le monde. Personne n'est vraiment innocent et tout le monde en est capable de quelque chose. Je dirais aussi sortir de la solitude. On est une société de solitaires, une société qui est tournée vers l'émancipation et donc la réalisation de soi. Et je dirais la réalisation de soi dans le je ne dois rien à personne, je me suffis à moi-même, je m'accomplis moi-même, je me réalise, etc. Et on n'est plus dans une société de servitude volontaire, on est dans une société de solitude volontaire et de solipsisme. Il me semble qu'il faut qu'on sorte de ça, qu'on découvre combien on a besoin du soin mutuel, qu'on a besoin, je dirais, les uns des autres, qu'on mesure l'étendue de nos attachements, qu'on mesure l'importance de nos attachements, qui sont au moins aussi importants que notre émancipation. Et je dirais qu'on découvre, d'une certaine manière, notre condition d'hospitalité mutuelle. Nous sommes tous à la fois des hôtes et des hôtes, accueillants, accueillis. Et je dirais que pour cela, on a besoin, pour rencontrer un autre que soi, pour rencontrer les autres, on a besoin d'être soi-même. Il faut aussi accepter d'être ce que l'on est, accepter d'avoir un soi, accepter modestement d'être ce que l'on est, avec son corps, avec sa langue, avec sa culture, avec sa civilisation, face à d'autres langues, corps, culture, civilisation, dans un dialogue d'hospitalité mutuelle. C'est ça qui est, à mon avis, le plus urgent aujourd'hui. Je dois dire que sur ce que tu as dit, c'est le sentiment de l'innocence perdue qui m'a passionné. C'est-à-dire que nous vivons dans une époque d'innocence perdue, et c'est au fond ça que révèle notre crise. Cette innocence perdue nous montre plus que jamais l'interdépendance, et que la condition de cette lucidité, moi je la vis à travers l'art, mais on peut la vivre à travers de n'importe quelle recherche spirituelle, du moment qu'elle est authentique. La question c'est, est-ce qu'on a le courage dans une époque d'innocence perdue de faire en sorte que l'exploration spirituelle ou l'exploration de soi reste une invention, c'est-à-dire pas une intériorisation, une involution, mais réellement une évolution. C'est très important ce que tu viens de dire. Nous étions dans une époque de déclaration d'indépendance successive, et nous sommes en train de nous retourner vers une époque où il nous faudra des déclarations d'interdépendance, à tous les échelons, du plus proche jusqu'à la planète. Je pense que si on se tourne vers le futur, si on pense selon l'espérance, je dirais pour moi l'espérance, je reprends un mot du philosophe Paul Ricoeur, c'est la conversion à l'Ansa. Ce n'est pas une fuite vers l'au-delà, c'est la conversion à l'Ansa, c'est revenir à nous dans les limites, je dirais, justement de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc c'est aussi découvrir notre confinement, mais dans un sens espérentiel, si je puis dire. Notre confinement, c'est-à-dire nous sommes confinés dans cette planète. On va dire peut-être que depuis 3, 4, 5 siècles, nous croyions pouvoir sortir, toujours aller ailleurs. On pouvait toujours aller ailleurs. Et là, nous découvrons que nous ne pouvons pas toujours aller ailleurs, que nous sommes finalement confinés dans ce monde. Et donc, nous devons faire avec ça. Je pense que ça modifie beaucoup de choses. Je pense d'abord que ça nous apprend qu'il n'y a pas que l'ouverture, il y a aussi des clôtures fragiles, des protections fragiles. On a besoin de cloisonner, on a besoin de ralentir les échanges, de refaire des différences, de respecter justement des formes de vie différentes qui ne doivent pas trop vite s'écraser les unes les autres, se mélanger, s'échanger.
qu'en même temps, on doit se déprotéger. On est dans une société hyper ouverte, mais en même temps, on est tous hyper protégés. Il faut regarder la forme de nos voitures, c'est des espèces d'armures, des grosses coques très protectrices. Il faut se déprotéger, parce que derrière ces protections, nous ne sentons plus ce que nous faisons. Et donc, il faut nous déprotéger les uns des autres pour un peu plus sentir ce que nous faisons les uns aux autres. Et ça me semble vraiment vital. J'aime beaucoup l'idée de se déprotéger. Ça me fait penser à l'introduction du Coran. Et à un moment donné, il est dit que ce livre s'adresse aux frémissants. C'est dans la traduction de Chouraki. Et les frémissants, ce sont les chevaux qui ne sont pas ferrés. Enlevons nos fers pour sentir les mouvements du sol. Ah, très beau, magnifique. Voilà. Pour terminer, je ferai une évocation de la chute de l'Empire romain, parce que nous avons en perspective, si on pense à l'avenir, la possibilité de la chute de notre civilisation. Il y a une attitude qui est l'attitude stoïcienne, c'est de retarder la chute. C'est en quelque sorte de ralentir, de retarder la chute. Il y a une autre attitude qui est en quelque sorte de préparer la Renaissance. Il me semble que c'est la seconde position. Je ne dis pas que la stoïcisme n'a pas sa place, nous sommes tous alternativement l'un et l'autre. Mais on ne peut pas être tout le temps en train de retenir ce qui arrive. Il y a un temps pour préparer, pour saluer le moindre bien, si je peux dire, avec bienveillance et préparer la Renaissance. Olivier, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la protection des voitures, c'est-à-dire d'une société qui essaye de s'anesthésier, de faire en sorte que la comptabilité des choses et des morts remplace l'émotion que ceux-ci peuvent provoquer. Et donc, cette grande anesthésie, il y a quelque chose qui s'y oppose, me semble-t-il, c'est l'art. Et l'art s'y oppose d'une façon que je trouve très intéressante, parce que c'est à travers lui que je découvre ce qu'est le monde réel. La première fois que je me confronte à la complexité et à la brutalité du monde, c'est probablement en lisant Dostoïevski, Proust ou d'autres. Et au fond, d'ailleurs, je pense à un très beau... Le seul interview que Bataille ait fait sur son livre « La littérature et le mal » dit « Mais la littérature, c'est ce qui nous permet de nous confronter au pire. » Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai besoin des artistes. Et quand on ferme les musées, comme c'est le cas en ce moment, il y a un artiste, Pascal Convert, qui disait ça, on nous empêche de savoir comment vivre et comment mourir. C'est là qu'on apprend, à travers cette complexité qu'on apprend, comment vivre et comment mourir. C'est là qu'on se désanesthésie. Alors je pense que l'art est la solution pour rester en contact avec ce qu'est la vie et ce qu'est le monde. Mais on pourrait dire cela dans une perspective de finitude. En fait, je ne crois pas tellement à cette finitude. Et il me semble que ce que disait... Il y a un petit mot qu'on répète souvent, c'est connu, c'est le « oui mais quand même ». Oui, je sais que c'est peut-être fini, que c'est peut-être difficile, ou que c'est peut-être insurmontable, ou que l'amour n'existe pas, mais quand même, j'aime encore. Et au fond, ce que j'aime encore, c'est ce signe qui fait que c'est encore possible et qui est la joie de la découverte de la possibilité de rencontre avec l'autre. Et je crois que la solution de l'avenir, c'est la possibilité de retrouver cette joie dans le « oui, c'est difficile, mais quand même ». Oui, et pourtant. Justement, il y a plusieurs auteurs qui utilisent le « et pourtant ». Ah oui. Dans le même sens. Hein. C'est le « et pourtant » qui est important. Et oui. Pourtant. On sait que l'amour est impossible, mais quand même, on continue de désirer et d'aimer. Et pourtant. Ouais. Voilà. La vie m'a dit ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre toi. La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit. Abondant dans l'imagine austère. Elle m'a dit ma puissance est en toi. Fais le vide et retrouve la paix, le vide et retrouve toi. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit.